Mon père m'a posé un ultimatum quand j'ai refusé de garder les enfants de ma demi-sœur en or, alors j'ai coupé les ponts avec eux, et ce qui s'est passé ensuite a brisé leur illusion. Mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans, ce qui était déjà un cauchemar, mais c'est devenu bien pire après ça. Mon père, Brian, n'est pas resté célibataire longtemps. Avant même que j'aie pu digérer le divorce, il voyait déjà cette femme nommée Suzanne. Je me souviens que la première fois qu'il m'a parlé d'elle, il a agi comme si ce n'était rien d'important, du genre « Eh, j'ai rencontré quelqu'un. C'est sérieux entre nous. » Puis, quelques mois plus tard, boum, les cloches du mariage. C'était si rapide, je ne pense même pas avoir eu le temps de vraiment comprendre ce qui se passait. Un instant, ce n'était que lui et moi, et l'instant d'après, Suzanne emménageait, et soudainement, j'avais une demi-sœur, Mélissa, qui avait 2 ans de moins que moi. Maintenant, je sais ce que vous vous dites, génial, une nouvelle famille, n'est-ce pas? Sauf que ce n'était pas du tout comme ça. Dès l'instant où elles ont emménagé, j'ai eu l'impression que je n'existais plus. Mélissa, elle est devenue la star du spectacle. C'était presque comme si, dès que Suzanne et Mélissa sont arrivées, j'avais été mise de côté. Mon père traitait Mélissa comme si elle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, et croyez-moi, elle le savait. Mélissa était le genre de personne qui obtenait toujours ce qu'elle voulait. Si elle désirait quelque chose, mon père se pliait en 4 pour le lui obtenir, de nouveaux vêtements, des virées au centre commercial, des dîners spéciaux. Pendant ce temps, j'avais de la chance si j'obtenais un bon travail, quand je ramenais d'excellentes notes. C'était comme si je n'étais même pas là la plupart du temps. Une fois, je me souviens avoir demandé à mon père si nous pouvions aller à ce parc d'attractions que j'adorais. Nous n'avions rien fait ensemble depuis un moment, et je pensais que ce serait peut-être un bon moyen de créer des liens, vous voyez? Il a dit, peut-être, ce que j'ai trouvé prometteur. Mais devinez quoi? Ce même week-end, il a emmené Mélissa à une exposition d'art chic parce qu'elle avait soudainement décidé qu'elle s'intéressait à la peinture. Peu importait que nous ayons des projets. Si Mélissa voulait quelque chose, c'était la priorité. Ce n'étaient pas seulement les petites choses, non plus. Toutes mes années d'adolescence ont été passées à regarder Mélissa tout obtenir sur un plateau pendant que je devais me débrouiller seul. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où j'ai demandé de l'aide à mon père pour quelque chose, pour seulement entendre « demande à Suzanne » ou « pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Mélissa ?» Cette dernière phrase faisait vraiment mal. Et ce n'était pas seulement mon père, non plus. Suzanne était tout aussi terrible. Elle agissait comme si Mélissa était une sorte d'ange parfait qui ne pouvait rien faire de mal. Pendant ce temps, je ne pouvais pas souffler. Si je faisais la moindre petite erreur, comme rentrer tard de l'école ou laisser ma chambre en désordre, Suzanne agissait comme si c'était la fin du monde. Mais si Mélissa faisait la même chose? Rien de grave. Oh, elle ne fait qu'exprimer sa personnalité, disait Suzanne. C'était si frustrant. Le favoritisme était réel, et tout le monde le savait. J'entendais mes amis dire des choses comme « Ouah, ta demi-sœur obtient vraiment tout, hein ?» Oui, sans blague. Je le vivais. Mais ce qui était vraiment nul, c'est que personne dans ma famille ne semblait s'en soucier. Mon père haussait simplement les épaules chaque fois que j'essayais d'en parler, et Suzanne, elle, me gratifiait juste d'un faux sourire en disant « Nous sommes tous une famille ici ». Bien sûr, je n'avais pas l'impression d'être en famille. Au moment où j'ai eu 16 ans, j'en avais à peu près fini avec tout ça. Mélissa s'était pleinement établie comme l'enfant en or, et j'en étais venu à accepter que rien de ce que je faisais ne changerait jamais cela. J'ai quand même essayé, cependant. J'ai essayé de parler à mon père de mon sentiment d'être ignoré. Je me souviens l'avoir fait asseoir un soir et lui avoir dit à quel point ça faisait mal de le voir toujours choisir Mélissa plutôt que moi. Sa réponse? Il m'a regardé comme si je faisais une scène et a dit « Mélissa a eu du mal à s'adapter, Rachel. Tu dois être plus patiente. » Plus patiente? J'avais été patiente pendant 6 ans, à regarder mon père se plier en 4 pour elle pendant que j'étais laissé à me débrouiller seul. Je voulais juste qu'il comprenne à quel point ça faisait mal, mais il n'écoutait pas. Alors, j'ai commencé à prendre mes distances. J'ai pensé que si je n'obtenais pas d'attention de mon père, autant arrêter d'essayer. Je me suis concentré sur l'école, j'ai fait profil bas, et j'ai fait mes propres projets. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'étais prête à partir de là. L'université était mon évasion. J'ai déménagé à 18 ans et, honnêtement, j'étais juste soulagé de m'éloigner de cette maison. C'était comme un nouveau départ.
Je pouvais enfin vivre ma vie sans être constamment comparé à Mélissa ou avoir l'impression de ne pas compter. Je suis allé à l'université, j'ai obtenu mon diplôme en graphisme et j'ai décroché un assez bon emploi dans la même ville. Je ne rentrais pas beaucoup à la maison, juste pour les fêtes, et même là, je faisais court. Mélissa et moi ne nous parlions pas, et cela me convenait. Nous n'étions pas proches, et je ne voyais pas l'intérêt de faire semblant de l'être. Mais il y a quelques mois, tout a recommencé à changer. Mélissa et son mari, Ben, ont déménagé dans ma ville. Je n'y ai pas beaucoup pensé au début. Je veux dire, oui, c'était un peu étrange qu'elle vive maintenant si près après des années de quasi-absence de contact, mais je me suis dit, peu importe. Nos vies n'ont pas à se croiser simplement parce que nous sommes au même endroit. Quelques semaines après leur installation, Mélissa m'a appelé pour me demander une faveur. Elle voulait que je les aide à se familiariser avec le quartier et leur faire visiter, peut-être aider avec le déménagement. Comme je ne suis pas une garce totale, j'ai accepté. Je veux dire, je n'en avais pas envie, mais je sentais que c'était la bonne chose à faire. Alors, j'ai pris quelques jours et je leur ai fait visiter, je les ai emmenés dans de bons quartiers, j'ai indiqué des endroits qu'ils pourraient aimer pour les courses, les écoles, et tout ça. C'était correct. Gênant, mais correct. Après ça, je pensais en avoir fini. Genre, d'accord, j'ai aidé, maintenant nous pouvons retourner à nos propres vies. Non. Environ une semaine plus tard, Mélissa a commencé à m'envoyer des textos, demandant de l'aide avec les enfants. Au début, c'était de petites choses. Et, tu peux garder Olivia 1 heure pendant que je cours au magasin, ou, tu peux prendre Max un petit moment pour que je puisse déballer les cartons. Des choses comme ça. J'ai pensé, d'accord, ce n'est que temporaire pendant qu'il s'installe, alors j'ai dit oui. Puis, c'est devenu plus fréquent. C'est passé d'1 ou 2 fois par semaine à presque tous les jours. Et ce n'était pas juste 1 heure par-ci par-là. Elle déposait les enfants chez moi pendant des heures, et puis je me retrouvais coincé à les divertir pendant qu'elle était sortie à faire je ne sais quoi. Maintenant, ne vous méprenez pas, j'adore Olivia et Max, ce sont des enfants adorables. Mais je ne suis pas exactement une personne à l'aise avec les enfants, et honnêtement, je ne suis pas très doué avec eux. Je n'ai jamais voulu être la babysitter personnelle de quelqu'un, vous voyez? J'ai ma propre vie. Je travaille à domicile comme graphiste, donc je suis occupé pendant la journée, et quand j'ai fini, je veux juste me détendre. Mais au lieu d'avoir ce temps pour moi, je me retrouvais soudainement à garder ces enfants presque tous les soirs. Le pire? Elle ne demandait même pas gentiment. Après un certain temps, c'est passé de « Hé, tu peux m'aider » à simplement déposer les enfants à ma porte et partir. Parfois, elle ne me disait même pas quand elle reviendrait. Je me retrouvais juste assise là avec 2 enfants, essayant de trouver comment les occuper, en attendant qu'elle se pointe. C'était si frustrant. Au début, j'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle était débordée, déménager dans une nouvelle ville avec 2 jeunes enfants n'est pas facile. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle profitait simplement de moi. Par exemple, si c'était une véritable urgence, d'accord, je comprends. Mais la plupart du temps, ce n'était pas le cas. Elle disait qu'elle avait des courses à faire, mais je savais qu'elle retrouvait juste des amis ou faisait des choses qu'elle pouvait facilement faire avec les enfants. Un jour, je lui ai dit sans détour, « Mélissa, tu dois engager une babysitter. Je ne peux pas continuer à faire ça. » Elle a simplement balayé mes propos comme si ce n'était rien. Ce n'est que pour un petit moment, disait-elle, ou, je ne fais confiance à personne d'autre avec les enfants pour l'instant. Il y avait toujours quelque chose. Et bien sûr, elle me sortait la carte du « nous sommes une famille », comme si ça rendait automatiquement acceptable de me larguer ses enfants dès qu'elle en avait envie. Je commençais à être vraiment en colère, mais je ne voulais pas déclencher une énorme dispute. Je n'arrêtais pas de penser, d'accord, tiens le coup. Peut-être qu'elle va se calmer. Spoiler, elle ne l'a pas fait. Un vendredi soir, les choses ont atteint un point de rupture. J'avais des projets avec mes amis pour fêter la promotion de Cathy. C'était un grand événement, et j'avais vraiment hâte. J'avais dit à Mélissa plus tôt dans la journée que je ne pouvais pas garder les enfants ce soir-là. Je l'avais dit très clairement. Elle a dit, pas de problème. Alors j'ai pensé, super, peut-être que ça va enfin lui servir de leçon. Avance rapide jusqu'à 18h. Je m'apprête à sortir quand j'entends frapper à la porte. J'ouvre, et devinez qui est là avec 2 enfants? Oui, Mélissa.
Elle n'a même pas attendu que je dise quoi que ce soit. Elle me tend juste Olivia et Max, dit quelque chose comme quoi elle est en retard, et s'en va en courant. Je n'ai même pas eu le temps de discuter. J'ai essayé de l'appeler, bien sûr. Rien. J'ai aussi appelé Ben, mais il n'a pas répondu non plus. Alors me voilà, coincé avec ses enfants, et ma soirée était complètement gâchée. J'étais furieuse. Je ne pouvais pas croire qu'elle ait complètement ignoré ce que j'avais dit. Genre, elle savait que j'avais des projets. Je le lui avais dit, mais elle s'en fichait. J'ai fini par envoyer un texto à mes amis pour leur dire que je ne venais pas, et j'ai passé le reste de la soirée à garder 2 enfants qui étaient déjà grognons et fatigués. Quand Mélissa est finalement revenue vers 21 ou 22 heures, j'étais prête à exploser. Je lui ai dit que ça ne pouvait plus continuer, qu'elle devait trouver quelqu'un d'autre pour l'aider. Elle m'a regardé comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Nous sommes une famille, a-t-elle répété, comme si cela devait magiquement tout arranger. Je lui ai dit sans détour, ce n'est pas parce que nous sommes une famille que je dois tout laisser tomber pour t'aider. J'ai ma propre vie, moi aussi. Elle a semblé choquée, comme si elle ne pouvait pas croire que je tenais enfin tête. Elle s'est mise sur la défensive, bien sûr, a dit que j'étais égoïste, que je devrais l'aider davantage parce qu'elle est nouvelle en ville et ne connaît personne d'autre. Mais je n'allais pas céder. Je lui ai dit que je n'étais pas sa babysitter gratuite et que si elle avait besoin d'aide, elle devait engager quelqu'un. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je recule ou que je m'excuse, mais je ne l'ai pas fait. J'en avais assez d'être exploité. J'en avais assez d'avoir l'impression que mon temps ne comptait pas. Mélissa est partie furieuse, et je pensais que ce serait peut-être la fin de l'histoire. Mais non, les choses allaient devenir encore pires. Quelques jours après avoir rembarré Mélissa, j'essayais simplement de reprendre ma routine normale, de me concentrer sur mon travail et de laisser toute cette histoire derrière moi. Je ne cherchais pas à déclencher de drame, mais bien sûr, le drame est venu me trouver de toute façon. C'était un jeudi après-midi quand Mélissa a appelé. Elle n'a même pas commencé par bonjour. Au lieu de cela, elle a sauté directement à « Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste ». Juste comme ça. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit avant qu'elle ne commence à s'emporter sur le fait qu'elle avait besoin de moi pour l'aider avec les enfants et qu'elle traversait une période difficile. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai dit, « Mélissa, je te l'ai déjà dit, je ne peux pas garder les enfants tout le temps. J'ai mes propres problèmes à gérer. » Et je pensais que c'était tout, genre, fin de la conversation, n'est-ce pas? Faux. Elle a continué encore et encore sur le fait que je devrais me soucier davantage parce que nous sommes une famille et que ce n'est pas juste pour elle de tout gérer seule. À ce stade, je me disais, est-ce qu'elle m'entend seulement? J'ai essayé, une fois de plus, d'expliquer que je ne peux pas tout laisser tomber simplement parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour garder les enfants. Je lui ai dit que ce n'est pas ma responsabilité et qu'elle doit trouver sa propre solution de garde d'enfants. On pourrait penser qu'elle l'aurait compris à ce moment-là, mais non. Au lieu de cela, elle pète un câble et se met à pleurer, disant que je l'abandonne alors qu'elle a le plus besoin d'aide. C'était comme parler à un mur de briques. Et le pire? Après qu'elle a raccroché, je pensais que c'était la fin, mais ensuite mon père a appelé. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur mon père, il a toujours été un peu aveugle en ce qui concerne Mélissa. C'est comme si elle ne pouvait rien faire de mal à ses yeux, et j'ai toujours dû me contenter d'être la seconde meilleure. Mais cet appel téléphonique, celui-là, c'était le comble. Donc mon téléphone sonne, et je vois que c'est mon père. Je me dis qu'il appelle pour prendre des nouvelles ou quelque chose comme ça, peut-être pour calmer la situation. Mais dès que je décroche, je peux dire à son ton que quelque chose ne va pas. Rachel, dit-il, nous devons parler de ce qui se passe avec Mélissa. Je lève les yeux au ciel, sachant déjà où cela mène. D'accord, qu'est-ce qu'il y a, dis-je, en essayant de garder mon calme. Il se lance immédiatement, disant à quel point Mélissa est bouleversée et à quel point elle a du mal avec le déménagement et les enfants, et que je devrais être plus compréhensive. Il parle comme si Mélissa était une sorte de sainte qui est juste dépassée, et que je suis la méchante pour ne pas l'aider. J'essaie de l'interrompre, mais il continue, disant à quel point il est déçu de moi de ne pas aider davantage. Je parviens enfin à placer un mot et lui dis, « Papa, j'ai ma propre vie. Je ne peux pas simplement tout laisser tomber pour garder les enfants chaque fois que Mélissa le veut. » Mais il n'en démord pas. Il dit des choses comme, c'est à ça que sert la famille, et, tu dois être là pour ta sœur. C'est là que j'ai craqué. Je lui ai dit, Mélissa n'est pas ma responsabilité. C'est une adulte,
et si elle ne peut pas gérer ses propres enfants, elle doit trouver une solution sans m'entraîner là-dedans. Je l'ai dit calmement, mais à l'intérieur, je bouillais. Mais alors mon père me frappe avec quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il dit, si tu ne commences pas à aider davantage, je vais te couper les vivres. Maintenant, quand je dis couper les vivres, ce n'est pas comme si mon père avait payé mes factures ou quoi que ce soit. Je suis autonome depuis que je suis parti à l'université. Mais nous avons toujours eu cette sorte de pacte tacite où il m'aiderait si jamais j'en avais besoin. Il a payé l'assurance de ma voiture, a contribué à mon loyer quand j'avais du mal après mon diplôme, ce genre de choses. Donc, quand il a dit te couper les vivres, je savais qu'il voulait dire complètement. Plus d'aide, plus de soutien financier, rien. Au début, j'étais sous le choc. Je ne pouvais pas croire qu'il me menaçait comme ça juste parce que je ne voulais pas garder les enfants pour Mélissa. Jean, sérieusement? C'est là où nous en sommes maintenant? Alors j'ai dit, tu me coupes vraiment les vivres pour une histoire de babysitting? Et il n'a pas hésité. Si tu ne vas pas aider ta famille, alors oui. C'est là que j'ai perdu patience. J'ai dit, tu sais quoi? Très bien. Coupe-moi les vivres. Je n'ai pas besoin de ton argent. Si c'est comme ça que tu vas me traiter, alors peut-être vaut-il mieux que nous ne nous parlions plus. Il est resté silencieux une seconde, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je lui tienne vraiment tête. Mais ensuite, il a juste soupiré et a dit, je suis vraiment déçu de toi, Rachel. Tu as changé. Changé? Je n'avais pas changé. J'avais juste finalement atteint ma limite. J'avais passé des années à regarder Mélissa tout obtenir sur un plateau pendant que je devais me battre pour des miettes, et maintenant on me disait que j'étais égoïste de ne pas vouloir être sa babysitter gratuite. Je n'ai plus pris la peine de discuter. J'ai juste dit, j'en ai fini. Et j'ai raccroché. Après l'appel, je ressentais un mélange de choses. Une partie de moi était furieuse que mon père soit si aveugle à ce qui se passait, furieuse que Mélissa ait manipulé la situation pour me faire passer pour la méchante. Mais une autre partie de moi était juste triste que mon père ne puisse pas voir à quel point il était injuste, triste de perdre le peu de relation que j'avais avec lui. Je suis restée assise là un moment, essayant de tout digérer. J'ai pensé à envoyer un texto à Mélissa, à essayer de la raisonner, mais à quoi bon? Elle ne se souciait manifestement pas de moi ou de mes limites. Elle voulait juste ce qu'elle voulait, et si je n'étais pas prête à le lui donner, j'étais la méchante. Après un moment, j'ai décidé que ça suffisait. Je n'allais plus les laisser me culpabiliser. Si mon père voulait me couper les vivres, très bien. Si Mélissa voulait pleurer parce que je n'étais pas sa babysitter personnelle, elle pouvait le faire. Mais je n'allais pas les laisser me marcher sur les pieds. J'ai éteint mon téléphone, je me suis préparé à dîner et j'ai décidé que j'en avais fini avec le drame. S'ils voulaient parler, ils le pouvaient, mais je n'allais pas leur courir après. Je pensais que c'était la fin, mais bien sûr, les choses étaient loin d'être terminées. Le lendemain même, j'ai reçu un texto de Mélissa. Ce n'était pas un de ces messages passifs-agressifs comme elle en envoie d'habitude. Non, celui-ci était carrément agressif. Elle disait quelque chose comme « Je n'arrive pas à croire que tu tournes le dos à ta famille. Tu as toujours été égoïste, et maintenant tu montres ton vrai visage. Ne t'embête pas à venir si tu n'es pas prête à aider. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais me faire traiter d'égoïste par quelqu'un qui m'a utilisé comme babysitter gratuite pendant des semaines? C'est fort de café. J'en avais tellement marre de son attitude, et je n'allais plus la laisser déformer la réalité. J'ai répondu par texto, en lui disant sans détour, je t'ai aidé plus qu'assez, et tu n'as fait que profiter de moi. Je ne suis pas ta babysitter. Trouve quelqu'un d'autre. J'étais en colère, mais en même temps, il y avait un étrange sentiment de soulagement. Comme si, enfin, je lui disais ce que j'aurais dû dire il y a longtemps. Fini de prendre des pincettes avec ses sentiments, fini de la laisser me marcher sur les pieds. J'en avais fini. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel d'une de mes amies, Jessica. Elle avait l'air un peu gênée, comme si elle ne voulait pas vraiment me parler de ce qu'elle allait dire. Elle dit, alors, j'ai croisé Mélissa tout à l'heure au centre commercial, et elle était avec un type. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé. Mélissa était mariée à Ben, alors peut-être qu'elle traînait juste avec un ami ou quelque chose du genre. Mais ensuite, Jessica a continué à parler. Elle ne m'a pas vu, mais ils avaient l'air vraiment proches, genre,
trop proches. Ils se tenaient la main, et je suis presque sûr qu'ils se sont embrassés. Je me suis figé. Quoi? Mélissa, la même Mélissa qui m'avait fait me sentir mal de ne pas l'aider avec ses enfants, était au centre commercial avec un type dans le dos de Ben? Je ne pouvais pas le croire. Une partie de moi ne voulait pas le croire, mais Jessica n'était pas du genre à mentir ou à exagérer. Elle était tout aussi choquée que moi. J'ai remercié Jessica de me l'avoir dit et j'ai raccroché, mon esprit tourbillonnant. J'ai commencé à tout repasser dans ma tête, le besoin soudain que je garde les enfants tout le temps, les courses aléatoires qu'elle avait toujours à faire. Tout a commencé à s'emboîter. Elle n'était pas dépassée ou en difficulté en tant que mère, elle m'utilisait pour garder ses enfants afin de pouvoir se faufiler avec ce type. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. J'étais là, à me sentir coupable de ne pas l'aider, à me demander si j'avais tort, et pendant tout ce temps, elle m'utilisait simplement pour pouvoir tromper son mari. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Ben était un type bien, et il ne méritait pas d'être traité comme ça. Je n'allais pas rester les bras croisés et la laisser s'en tirer comme ça. Alors, j'ai pris une décision. J'allais la démasquer. La prochaine fois que Mélissa a appelé, me demandant de garder les enfants, j'ai accepté. Je voulais la prendre sur le fait, et cela semblait être l'occasion parfaite. Elle a déposé Olivia et Max comme d'habitude, et j'ai fait comme si tout allait bien. Mais au lieu de rester à la maison avec les enfants, je les ai embarqués dans ma voiture et les ai emmenés chez Jessica. Je savais qu'ils y seraient en sécurité pour un moment. Ensuite, je suis allé au centre commercial où Jessica avait vu Mélissa et le mystérieux type. J'ai garé ma voiture et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Environ une demi-heure plus tard, je l'ai vu sortir du centre commercial bras dessus bras dessous avec le même type que Jessica avait décrit. Ils avaient l'air bien trop intimes pour être juste des amis. J'ai pris quelques photos depuis ma voiture, assez pour montrer ce qui se passait, et je suis parti. Je ne l'ai pas confronté sur le champ. Je voulais faire ça de la bonne manière, pas une scène publique qui me retomberait dessus. Quand je suis rentré chez moi, j'ai envoyé les photos à Ben. Je n'ai pas mâché mes mots. Je lui ai dit ce que j'avais découvert, comment Mélissa m'avait utilisé pour garder les enfants afin de pouvoir courir avec ce type dans son dos. C'était probablement l'un des textos les plus difficiles que j'ai jamais eu à envoyer parce que je savais que ça allait le détruire, mais il méritait de connaître la vérité. Ben n'a pas répondu tout de suite. Je ne m'y attendais pas. Je ne pouvais même pas imaginer ce qu'il traversait à ce moment-là. J'espérais juste qu'il n'essaierait pas de l'ignorer ou de lui trouver des excuses. C'était un type bien, et il ne méritait pas d'être traité comme ça. Quelques heures plus tard, j'ai finalement reçu une réponse. Ben me remerciait de lui avoir dit. Il a dit qu'il était dévasté mais qu'il soupçonnait aussi que quelque chose se passait. Il m'a dit qu'il allait la confronter ce soir-là. Et oh mon Dieu, il l'a confrontée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un flot de textos de Mélissa. Elle était furieuse. Elle m'accusait d'avoir ruiné sa vie et de me mêler de ceux qui ne me regardaient pas. Elle a essayé de tout déformer, disant que j'étais juste amère et jalouse et que je voulais détruire sa famille. C'était dingue. Comme si, d'une manière ou d'une autre, j'étais la méchante pour avoir dit la vérité. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Je savais que ce que j'avais fait était la bonne chose, et aucune tentative de culpabilisation de la part de Mélissa n'allait changer cela. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un autre texto de mon père. Il n'était pas content non plus. Apparemment, Mélissa avait couru vers lui, pleurant sur la façon dont je l'avais trahi et comment j'essayais de ruiner son mariage. Et bien sûr, mon père a pris son parti, car pourquoi ne le ferait-il pas? Il m'a envoyé un long texto sur sa déception, comment j'aurais dû rester en dehors de ça, et comment je n'agissais pas comme un membre de la famille. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait rien à réparer. Mon père ne verrait jamais les choses de mon point de vue. Il était trop loin en ce qui concerne Mélissa. Je serai toujours l'égoïste à ses yeux, quoi que je fasse. Alors je lui ai répondu par texto, court et simple. J'ai dit, si tu ne peux pas voir que j'ai fait la bonne chose, alors peut-être vaut-il mieux que nous ne nous parlions plus. Et c'était tout. J'ai coupé les ponts avec lui. J'ai coupé les ponts avec Mélissa. J'en avais fini. Moins d'une semaine après l'avoir démasqué auprès de Ben, Mélissa a recommencé à me contacter. Je recevais des textos comme « Je sais que nous avons une eau différente, mais nous sommes toujours une famille, et tu ne peux pas simplement t'en aller. » Elle essayait de me culpabiliser,
comme toujours. C'était le même vieux discours manipulateur. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait, elle était juste désolée de s'être fait prendre. Au début, j'ai ignoré. Je veux dire, que pouvais-je faire d'autre? Je n'allais pas engager la conversation avec quelqu'un qui m'avait utilisé et qui avait ensuite retourné toute la situation pour me faire passer pour la méchante. Mais elle n'a pas lâché. Les textos continuaient d'arriver, puis les appels ont commencé. Elle laissait de longs messages vocaux décousus sur la façon dont j'avais détruit son mariage et comment elle ne savait pas quoi faire sans moi. Tout cela était si faux. Elle essayait de me faire sentir mal de m'être défendu, et honnêtement, je ne tombais pas dans le panneau. Mais ensuite, de nulle part, Ben m'a appelé. Maintenant, je n'avais pas vraiment parlé à Ben depuis que je lui avais envoyé les photos de Mélissa avec l'autre type. Après ça, je l'ai un peu laissé gérer ses propres affaires. J'ai pensé qu'il avait besoin de temps pour tout digérer, et je ne voulais pas m'impliquer dans les conséquences. Mais quand j'ai vu son nom apparaître sur mon téléphone, j'étais un peu nerveuse. Je ne savais pas s'il appelait pour me remercier ou s'il allait s'en prendre à moi. Alors j'ai décroché, et à ma surprise, Ben était en fait calme. Genre, vraiment calme. Il a dit, « je voulais juste te dire merci. » J'étais un peu décontenancé. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais un merci n'était pas en haut de la liste. Il a continué en expliquant qu'après que je lui ai parlé de l'infidélité de Mélissa, il l'avait confrontée, et tout est sorti. Mélissa a essayé de mentir au début, mais quand il lui a montré les photos, elle n'a plus pu maintenir son mensonge. Ils ont eu une énorme dispute, évidemment, et elle a tout avoué. Ben m'a dit qu'il demandait le divorce, et honnêtement, c'était attendu depuis longtemps. Je ne savais pas quoi dire. Je me sentais mal pour lui, mais en même temps, j'étais contente qu'il se défende enfin lui aussi. Il méritait mieux que ce que Mélissa lui avait fait subir. Ben m'a dit qu'il prévoyait de quitter la ville, de prendre les enfants et de repartir à zéro ailleurs. Il ne voulait pas qu'il soit au milieu de tout ce drame, et il ne faisait pas confiance à Mélissa pour faire passer leurs besoins en premier. Je ne le blâmais pas. Après tout ce qu'elle avait fait, il était clair qu'elle ne se souciait que d'elle-même. Nous avons parlé un peu plus longtemps, puis il a dit quelque chose qui m'a marqué, « Tu as fait la bonne chose, Rachel. Ne laisse personne te faire sentir le contraire. » Et honnêtement, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Pendant si longtemps, j'avais douté de moi, me demandant si j'étais le problème, si j'étais trop dur. Mais entendre Ben dire ça, l'entendre me remercier d'avoir révélé la vérité, m'a fait réaliser que je n'étais pas la méchante dans cette histoire. J'étais juste quelqu'un qui en avait finalement eu assez. Après avoir raccroché avec Ben, je me suis sentie plus légère, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Mais bien sûr, les choses n'étaient pas complètement terminées. Mélissa n'en avait pas encore fini. Elle a continué d'essayer de me contacter, envoyant des textos, laissant des messages vocaux. Elle a même essayé de se présenter à mon appartement plusieurs fois, mais je n'allais pas céder. J'ai bloqué son numéro et j'ai dit au concierge de ne pas la laisser entrer. J'en avais fini avec le drame, et je n'allais pas la laisser me culpabiliser pour que je revienne dans son pétrin. Le coup de grâce, cependant, a été quand mon père a essayé de s'impliquer à nouveau. Je ne lui avais pas parlé depuis notre dernière dispute, mais un soir, de nulle part, il m'a appelé. Je n'ai pas répondu, mais il a laissé un message vocal. Dedans, il semblait, désespéré, honnêtement. Il parlait de comment la famille, c'est tout et comment il ne voulait pas me perdre. Il n'arrêtait pas de dire que Mélissa traversait une période difficile et que je devrais essayer d'être plus compréhensive. J'ai écouté ce message vocal, et quelque chose a fait tilt en moi. Mon père n'allait jamais changer. Il allait toujours faire passer Mélissa en premier, quoi qu'il arrive. Il allait toujours lui trouver des excuses, et j'allais toujours être celle qui est à l'extérieur, regardant à travers la vitre. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de ce genre de négativité dans ma vie. Alors, j'ai pris une décision. Je l'ai rappelé. Quand il a décroché, je suis resté simple. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas continuer à être celle qui devait sacrifier sa propre tranquillité d'esprit juste pour maintenir la famille unie. Je lui ai dit que s'il ne pouvait pas respecter mes limites et voir les choses de mon point de vue, alors il valait peut-être mieux que nous ne nous parlions pas pendant un certain temps. Il a essayé de discuter, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère, j'étais juste fatigué. J'étais fatigué d'être celle qui devait toujours plier, qui devait toujours céder.
J'en avais fini. Et c'était tout. Après cet appel, j'ai coupé le contact avec mon père et Mélissa. Je sais que ça semble dur, mais c'est ce que je devais faire pour ma propre santé mentale. Parfois, il faut simplement s'éloigner, même si c'est de sa famille. Maintenant, cela fait quelques mois que tout cela s'est passé, et je suis dans un bien meilleur état d'esprit. J'ai retrouvé ma paix. J'ai retrouvé ma vie. Je ne suis plus aux prises avec le drame constant, la manipulation, les tentatives de culpabilisation. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même et mon propre bonheur, et honnêtement, ça fait un bien fou. Bien sûr, mon père me manque parfois, mais le stress qui venait avec lui ne me manque pas. Et quant à Mélissa, eh bien, je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis, et ça me va parfaitement. Parfois, il faut simplement se choisir soi-même.